Europe 1. Et pour entamer ensemble cette semaine du cerveau, je vous présente nos invités. Christelle Pangrazi, rédactrice en chef adjointe des hors-séries du magazine 60 millions de consommateurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en studio parce que vous publiez cette semaine un formidable hors-série, un cerveau au top. Vous avez là une centaine de pages pour vraiment savoir davantage sur ce cerveau, comment aussi l'exercer, des conseils et puis des mises en garde, des recommandations notamment sur les dangers des compléments alimentaires sur le cerveau. Richard Frakowiak est avec nous. Bonjour monsieur. Vous êtes neurologue, vous êtes clinicien, chercheur, spécialiste en maladies cognitives et vous êtes l'un des co-auteurs d'un livre formidable, Le Grand Atlas du cerveau, édité aux éditions Glénat avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et vous êtes là pour nous apporter votre expertise et votre éclairage sur le sujet. D'abord, une semaine dédiée au cerveau. Pour le spécialiste que vous êtes, c'est chapeau. C'est déjà pas mal, hein. Oui. Mais oui, c'est peut-être pas assez. C'est peut-être pas assez, mais ça permet justement d'entraîner le grand public dans une réflexion d'ensemble. Tout à fait. Quand vous lisez ce titre, Un cerveau au top, avec des exercices, des conseils pour faire travailler son cerveau, vous dites que c'est exact et qu'on peut vraiment faire bosser notre cerveau, quel que soit notre âge, Richard Frakowiak? Le problème, c'est qu'on le fait tout le temps. Le cerveau travaille tout le temps. Donc, l'exercer, je ne sais pas, c'est pas un muscle quand même. C'est pas un muscle? Ah non, pas du tout. Non. Alors pourquoi on dit, par exemple, apprendre une langue, ça décuple les possibilités d'en apprendre une autre et encore une autre, si c'est pas un muscle? On le dit, mais est-ce que c'est vrai? C'est là où la science arrive. Hein? Oui. La science qui est une méthode d'accroître les vraies connaissances. Et la science n'a pas vraiment débattu ce problème. Il y a 20 ans, on examinait le cerveau humain utilisant les scanners chez les gens polylingues et les gens qui avaient qu'une langue. Oui. Une langue. Les mêmes parties du cerveau sont impliquées. Ceci dit, on sait que dans la population générale, il y a ceux qui sont doués pour les langues et l'autre qui ne sont pas. Ce qui suggère une base génétique plutôt qu'autre chose. C'est ça. Donc, je pense que cette métaphore de muscle n'est pas tellement parlant. Ça veut dire qu'en tout cas, la science, en effet, intervient à ce moment-là pour nous mettre en garde sur les idées reçues sur le cerveau. C'est ce que vous faites aussi de votre côté, Christelle Pangrazi. Pourquoi avoir consacré un hors-série au cerveau? Pour vous inscrire aussi, vous, dans cette semaine liée au cerveau? Alors oui, mais pas forcément. En fait, on s'est aperçu que le cerveau est un sujet de société, que de plus en plus de personnes s'en accaparaient, et notamment de fabricants. Notamment de compléments alimentaires, oui. qu'on a étudiés dans notre magazine. Et donc, on s'est dit qu'en tant que sujet de consommation de livres, de DVD, de compléments alimentaires, de jeux vidéo, d'applis sur la méditation, tout un tas de choses. C'était nous aussi, on avait notre devoir à 60 millions de consommateurs d'étudier ce qui se faisait réellement et les bénéfices réels sur le cerveau. Oui, par exemple, un petit coup de mou avant une période d'examen, hop, on prend un guronzan, vous vous dites d'abord c'est super salé, et puis ça n'a pas vraiment d'effet. Nous, tous les compléments alimentaires qu'on a étudiés, malheureusement, n'ont pas eu grâce à nos yeux, aucun d'entre eux. Je pense que vous serez d'accord Tout à fait. avec nous. Alors par exemple, je prends l'exemple du guronzan qu'on donne à son étudiant, à son enfant, en espérant qu'il améliore ses capacités cérébrales ou en espérant qu'il étudie davantage. Il se trouve que le guronzan contient beaucoup de caféine, que de la caféine, si votre enfant en prend 1 ou 2 tasses par jour, il peut très vite, avec 2 cachets, être en surdosage. Ça peut lui provoquer de l'arythmie cardiaque, ça peut aussi lui provoquer des moments de stress, d'anxiété. Et on sait aujourd'hui que le stress et l'anxiété sont parfaitement nuisibles à l'apprentissage. Je pense que vous serez d'accord avec moi, professeur. Donc, sont nuisibles à l'apprentissage. Et donc, on arrive à l'effet, évidemment, inverse de celui escompté. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre bien, il ne réussira pas à apprendre. Pourtant, on a un certain nombre d'étudiants qui nous disent bon, je prends ça m'aide, parce que ça nous met sous pression. Qu'est-ce que ça provoque dans le cerveau? C'est un effet placebo ou ça provoque quelque chose, un effet placebo est un effet réel. C'est un effet réel. Non, je pense que c'est très juste que
quand on prend quelque chose, il faut bien se doser. Il y a certaines personnes qui s'éveillent avec la caféine, d'autres qui passent dans un stade de stress qui est nuisible. Mais ça ne veut pas dire que tous les conseils de grand-mère sont mauvais. Si on prend cet exemple des enfants qui apprennent pour l'école, je me souviens, ma grand-mère me disait, tu mets ton livre sur ton coussin la veille de ton examen. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu passes la nuit dessus. Je passe la nuit dessus, etc. Oui. Mais tout ça, c'est basé sur le fait que les choses qu'on apprend au début de la répétition et à la fin sont ceux qui sont bien appris, et ceux qu'on apprend au milieu sont moins bien retenus. Donc, tout d'abord, il ne faut pas faire la révision la veille. Oui, ça c'est sûr. Il faut se donner 1 ou 2 jours de repos pour que tout s'établisse. En revanche, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que si on révise sa leçon le soir, qu'on ferme son livre, qu'on s'endort, on dit la nuit porte conseil. C'est parce que le cerveau continue à travailler la nuit et à faire un travail d'approfondissement des connaissances. Comment ça se passe? Quand on est mort, le cerveau travaille toujours. Toujours, d'accord. Même sous anesthésie, au sommeil. On peut être même conscient au sommeil. Vous savez, on se réveille et on se souvient de ses rêves. Bien sûr. Donc, je pense que tout ce qu'on a de point de vue scientifique en ce moment, c'est les comportements qu'on analyse bien, et puis on essaie de les lier à ce qui se passe dans le cerveau en ce moment. C'est ça le grand défi de la neuroscience. D'accord. Et c'est un défi qui a commencé il y a pas très longtemps, quelques dizaines d'années, et qui a reçu un énorme poussée avec l'invention des scanners qui nous ont permis de regarder à l'intérieur du cerveau. Et vous allez nous dire juste après la pause ce qu'on lit et ce qu'on sait mieux grâce à cette imagerie médicale, à ces scanners notamment. Richard Frakowiak, vous qui êtes neurologue et clinicien, chercheur, spécialiste du cerveau et en maladies cognitives. Gardez d'un côté le grand atlas du cerveau et de l'autre le cerveau au top avec 60 millions de consommateurs, ce hors-série dont nous parle Christelle Pongrazzi, rédactrice en chef adjointe des hors-séries de ce magazine. On fait le tour de la question en pleine semaine du cerveau. N'hésitez pas à réagir, on vous attend. Si vous avez des questions, on vous donnera des réponses. Jusqu'à 11h, nous nous intéressons aux nouvelles découvertes sur le cerveau à l'occasion d'une semaine dédiée avec des conférences et des événements dans 120 villes de France. Wendy. Et première idée reçue, non, le cerveau n'est pas un muscle. Voilà ce que vient de nous dire Richard Frakowiak, neurologue et clinicien, chercheur, spécialiste en maladies cognitives. On peut dire que c'est une machine, le cerveau. C'est une machine, exactement. C'est une machine qu'on peut apprendre, qu'on doit apprendre à bien connaître, à mieux connaître si possible, à bien entretenir surtout. Et Christelle Pongrazzi, vous êtes avec nous, rédactrice en chef adjointe des hors-séries du magazine 60 millions de consommateurs, avec ce hors-série intitulé Un cerveau au top. J'ai une citation pour vous de Jules Renard qui disait « Un cerveau bien soigné ne se fatigue jamais ». C'est ce que vous voulez montrer notamment dans votre numéro spécial? Oui, c'est vrai. En fait, alors je vais rester assez sous le contrôle du professeur. Je passe sous son contrôle, mais je vais essayer de rester mesurée. Mais c'est vrai que c'est un organe qui, contrairement aux autres, vieillit certes, mais on peut l'améliorer. Et je trouve que c'est une des données assez importantes, c'est-à-dire que je ne sais pas si en étant jeune, on était moins on vivait de manière plutôt isolée, qu'on ne lisait pas, qu'on ne le faisait pas travailler, mais qu'à 50 ans, on se met à beaucoup lire, à beaucoup échanger, à beaucoup sortir. On peut avoir beaucoup plus de connexions neuronales qu'à 20 ans et un cerveau en meilleure santé, en tout cas beaucoup plus... beaucoup plus stimulé, beaucoup plus vif qu'à 20 ans. Donc rien n'est perdu et on peut toujours... l'idée, c'est ce qu'on a voulu montrer aussi dans le magazine, c'est que le cerveau apprend jamais aussi bien et jamais aussi efficace que quand il est dans le plaisir. Et donc sortir, voir des gens, l'échange autrui, mais rester toujours dans le plaisir en fait. Même quand on apprend, il faut être dans cette notion de plaisir. Le cerveau est stimulé grâce à ça en fait. Voilà pourquoi d'ailleurs dans les maladies neurodégénératives, parmi les liens d'ordonnance, il y a des exercices ludiques, des ateliers, de l'écriture, de la poésie, du jardinage. Richard Frakowiak, c'est important de faire travailler son cerveau, comme on dit. Le déclin cérébral n'est donc pas une fatalité? Maladie neurodégénérative exceptée, j'entends. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cerveau en bon état s'il ne nous arrive rien de mauvais jusqu'à 90 ans. Tout à fait, mais à 80 ans, 20% de la population a déjà un problème cognitif. Oui.
Donc, Qui est lié au vieillissement tout simplement, c'est-à-dire que les neurones aussi, on perd des neurones en vieillissant? Comment ça on se perd passe? des neurones, on ne sait pas combien exactement. Oui. Ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup plus de neurones et de connexions jeunes, enfants, que vers l'âge de l'adolescence, les connexions disparaissent, certaines connexions disparaissent, l'autre se renforcent. D'accord. Donc ça fait partie de l'apprentissage. L'apprentissage, par exemple, de la langue se fait entre l'âge de 2 ans, 3 ans et 8-9 ans. Il faut entendre la langue pour pouvoir l'apprendre. Un Japonais qui dit Laura dit Wawa parce qu'il n'entend pas le L ni le R Oui. quand il est jeune, à moins qu'il l'entende. S'il l'entend, il arrive à le dire. D'accord. Donc ça, c'est une période extrêmement importante. Et d'ailleurs, je pense que l'éducation nationale a bien pris compte de ça maintenant avec les récents changements de M. Blanquer. Et après, il y a question de qu'est-ce qu'on apprend. Et l'apprentissage dépend beaucoup de la mémoire. Et c'est là où on trouve les métaphores qui commencent à ne pas être suffisantes pour comprendre ce qui se passe. Parce que la mémoire n'est pas un disque dur d'ordinateur. La mémoire, c'est quelque chose qu'on construit des événements antérieurs dans sa vie et d'interaction avec d'autres personnes. Oui. Et là, pour le coup, on n'est pas tous égaux devant la mémoire. Ce qu'on sait, c'est qu'on a tous un cerveau qui pèse à peu près 1,5 kg et qu'on a tous dans ce cerveau 100 milliards de neurones et 1 milliard de connexions. Là-dessus, on est à peu près égaux. Pour le reste, ça diverge. Il y a milliards de connexions. Il y a beaucoup plus de connexions que de neurones. Oui. Alors, une fois stabilisé vers l'âge de 20 ans, on commence à voir une diminution des neurones, une diminution continue des synapses, donc des connexions entre les neurones. Mais ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que c'est un processus normal? Est-ce qu'il y a un éventail du débit de cette perte? Mais ce qu'on sait, c'est que dans les neurodégénérations, les neurones diminuent. Beaucoup plus vite. Oui. Hein? Et ça, on ne peut pas réparer les neurones. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de limiter cette diminution. Nous savons qu'il y a chez les animaux, qu'on étudie pour savoir par analogie, ce qui se passe dans le cerveau humain, qu'il y a certains neurones qui peuvent se reproduire. Ah, d'accord. Ce qui n'est pas absolument sûr chez l'adulte encore. Mais il semble que peut-être il y aura une petite possibilité. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si on comprend, utilisant la science, le mécanisme de ce genre de choses, peut-être on pourrait utiliser des méthodes ou bien des molécules ou autre chose pour promouvoir ce genre d'activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend votre humilité aussi. Vous dites il semble, il se pourrait que. On est vraiment dans un terrain de recherche, d'observation sur le cerveau dont on ignore l'absolue complexité. Christelle Pangradi, avant une petite pause. Oui, on n'a pas de certitude, effectivement. Ce que disait le professeur, c'est qu'à l'âge adulte, en fait, effectivement, il y a un élagage synaptique dès l'enfance, dès l'adolescence, où on se rend compte que, en fait, il y a des connexions qui s'arrêtent au profit d'autres. Et en fait, plus vous allez stimuler, j'en sais rien, la lecture, et bien plus les connexions vont être fortes avec la lecture, mais moins fortes en mathématiques parce que vous allez moins le stimuler. Et on se rend compte qu'à l'âge adulte, effectivement, pareil, il y a toujours cet élagage synaptique et ces connexions qui disparaissent, mais on se rend compte aussi, donc je parle sous votre contrôle encore une fois, mais que parfois, que ces connexions qui disparaissent se font au profit d'autres choses, et par exemple de stratégies mises en place par le cerveau pour y remédier. Ah, ça va pas mal, oui. Et puisque vous parliez de l'adolescence, c'est une période qu'on doit aussi largement observer. On y reviendra. Si vous souhaitez, les auditeurs peuvent échanger aussi sur le sujet. Car c'est aussi le moment, vers 14 ans, où peuvent apparaître des maladies psychiatriques. Ou qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, justement, dans ce tumulte de connexions, déconnexions, qui explique des troubles bipolaires, des troubles schizophrènes aussi à cet âge-là, qui apparaissent à cet âge-là, qui ne sont pas liés à l'adolescence uniquement. Le cerveau à l'adolescence, le cerveau à l'adolescence se construit en fait de deux manières, c'est-à-dire que le système limbique, le développement du système limbique se termine beaucoup plus tôt
que celui du cortex préfrontal qui ne se termine qu'à 25 ans. Le système limbique, c'est le centre des émotions, en fait. Voilà. Et donc, il se trouve que celui-ci se termine assez tôt et se développe très vite. Et donc, les crises d'émotion, les crises d'angoisse, de peur, de cris, de larmes, on ne gère pas ces émotions. C'est totalement lié à ça, puisque la partie du cortex préfrontal est celle du raisonnement je mets ça entre guillemets, mais de la sagesse. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une autre partie qui n'a pas tout à fait pris le relais encore. Exactement, et qui se termine seulement à 25 ans. D'où ce déséquilibre à l'adolescence. Donc, si votre ado crie ou part un peu en vrille, c'est aussi lié à ça. Oui, mais il faut chercher ce qu'il peut y avoir derrière de plus grave. En tout cas, vous êtes au top. Vous avez bossé pour ce hors-série. Christelle Pangrazi, rédactrice en chef des hors-séries 60 millions de consommateurs avec un cerveau au top. C'est le titre de votre magazine avec beaucoup d'exercices possibles aussi et de conseils pour bien entretenir son cerveau, entre guillemets. Richard Frakowiak publie Le Grand Atlas du cerveau aux éditions Glénat. Neurologue et clinicien chercheur. On fait le tour en cette semaine du cerveau de ce domaine de connaissances qui est loin d'être épuisé. À tout de suite. Et vous avez une vraie question, Julie, alors que commence aujourd'hui la 21e édition de la Semaine du Cerveau dans 120 villes de France avec 800 chercheurs mobilisés. Nous en avons un avec nous aujourd'hui, Richard Frakowiak, neurologue et clinicien chercheur, spécialiste en maladies cognitives. Et nous parlons de ce hors-série du magazine 60 millions de consommateurs qu'a supervisé Christelle Pangrazi, qui est avec nous en studio. Une vraie question à nous livrer. Sur la mémoire, moi, c'est le truc qui me tracasse le plus. Comment ne pas perdre la mémoire? Comment l'entretenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des petits jeux, des tests? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec 2 émissions au quotidien, on bosse assez quand même, Richard Frakowiak, pour la mémoire, non? Sur Europe 1. La mémoire, elle est extrêmement complexe. Oh là là, arrêtez, vous me découragez déjà. Tout ce que vous faites change votre cerveau. Tout mot qu'on échange change notre cerveau. C'est ça, la plasticité du cerveau. C'est-à-dire le renforcement qu'on a déjà entendu en parler des synapses. On les perd, mais on peut les renforcer. Les gens qui ont, par exemple, un accident cérébrovasculaire qui récupèrent parce qu'il y a une réorganisation des circuits, des microcircuits, des renforcements des synapses, etc. Dans la mémoire, c'est quelque chose de très intéressant. C'est pas du tout un disque dur. Le disque dur est infaillible. Oui. Notre mémoire est très faillible. Ce qui est très bien parce que ça nous génère beaucoup d'hypothèses. Et ces hypothèses, en fonction du contexte dans lequel nous vivons d'un moment en moment, nous permettent de construire des réponses qui sont aussi complexes et appropriées, et ainsi de suite. Oh, vous allez me dire, ça vous fait une belle jambe, Julie, c'est ça? Non, mais je voudrais que vous soyez très concret, non pas trop expert. Là, je suis très concret. Je ne me souviens plus du thème des émissions du matin. Oui, mais les gosses font ça aussi. Arrête, c'est grave. Les gosses apprennent un calcul le matin à l'école et l'après-midi, ils ont oublié parce que ou bien ils n'étaient pas focalisés sur le prof ou autre chose. Il y a une autre histoire. Les gens qui arrivent à la démence, souvent on dit mais c'est incroyable, maman elle se souvient d'absolument rien, elle se souvient pas de moi, mais elle se souvient de sa jeunesse, plein de choses, etc. Bon, il y a eu des expériences là-dessus. En fait, ces mémoires sont fausses aussi. Donc toute la mémoire est pétée. Ça veut dire quoi? Mais il crée des choses qui nous semblent réelles ou qui nous semblent pertinents, mais qui en fait ne sont pas du tout, ou très peu, ou avec des décalages dans le temps, etc. Non, mais ça veut dire déjà, pour rassurer Julie, c'est pas grave si elle oublie le thème de... Enfin, c'est grave pour moi. Pour moi, c'est un autre âge. C'est grave pour moi. C'est pas grave si elle oublie un sujet du matin l'après-midi. Non, ça me revient après. Mais il y a ceux qui disent, et d'ailleurs je suis parmi eux, qui disent qu'une mémoire trop performante est contraignante. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire de faire les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Parce que normalement, quand le cerveau envoie une commande pour faire quelque chose, par exemple, je vais toucher cet ordinateur avec mon doigt, je le touche mais je le manque. La deuxième fois, j'arrive mieux, la troisième fois, c'est bien, et à ce moment-là, le cerveau l'internalise, c'est-à-dire ça devient automatique. Et quand mon cerveau commence à marcher moins bien, je fais automatiquement, mais je vois que ça marche pas. Mais là, vous rassurez pas, Julie. Réponse concrète, vous voulez, par exemple... Réponse concrète, elle continue à très bien faire ici autour de son micro, ça veut dire que rien ne va mal. Oui, c'est ça. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui.
Mais est-ce que par exemple, parce que Christelle Pangrazi avec 60 millions de consommateurs nous dit qu'on peut privilégier les jeux de société. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, les clubs de bridge, les jeux d'échecs, de dames, etc. Ça, c'est le retour des gens que vous avez rencontrés est très important là-dessus. Alors effectivement, nous pour réaliser ce numéro, on a fait appel à beaucoup de neurologues, de chercheurs, de pédopsychologues. À chaque fois, on a été interroger les meilleurs, les spécialistes de la question. On a rencontré une cinquantaine de spécialistes. Alors effectivement, nous sur la mémoire, ce qu'on a pu, juste une petite parenthèse, le retour qu'on nous a fait, c'est en fait si vous voulez bien mémoriser quelque chose à un instant T, l'idée c'est d'être concentré et attentif à ce qu'on vous dit ou à la chose que vous voulez mémoriser. En fait, tout est dans la concentration, dans l'intention et dans l'intention que vous mettez à ce moment-là. Il y a des choses qu'on ne veut pas retenir, on ne veut pas embrouiller sa mémoire avec des choses qui sont anecdotiques. Attendez un petit moment, parce que là, ce que vous dites est tout à fait vrai. Mais c'est pour la mémoire instantanée. À court terme. À court terme. Donc, il y a plein de mémoires. La mémoire qui vous permet de vous mettre sur un scooter électronique que vous n'avez pas connu quand vous étiez gosse, mais vous mettez 3 fois et vous êtes parfaite, mais en même temps, vous vous mettez sur la bicyclette que vous avez appris comme gosse et vous n'avez jamais utilisée depuis, ça marche très bien. Donc, c'est différents types de mémoire. C'est une question de mémoire, ça, quand on prend un vélo qu'on n'a pas fait depuis. Bien sûr, ce sont des empreintes. C'est une mémoire motrice. Oui. Il y a la mémoire qui vous permet de dire « Ah, je me souviens d'eux ». Oui. Et donc, on peut avoir des mémoires plus développées que d'autres. Il y a toutes sortes de types de mémoires. Alors, on va y revenir. Juste après la pause, on doit juste faire une petite pause. Nous avons Marie ensuite qui veut réagir aussi à cette émission avec notre expert et avec notre journaliste en studio pour parler des mystères du cerveau, de la manière aussi dont on peut mieux comprendre le fonctionnement de cette machine. C'est la semaine du cerveau. Quels sont les tout derniers mystères dévoilés? Wendy Bouchard. Alors, puisqu'on parle des différentes formes de mémoire, de la possibilité d'exercer sa mémoire avec les jeux, jouer n'est pas réservé qu'aux enfants ou aux adolescents, au contraire, et vous le montrez notamment dans ce magazine 60 millions de consommateurs sur le cerveau, Christelle Pangrazi, on peut privilégier les jeux de société. Ils ont démontré leurs bienfaits chez les seniors en faisant travailler les cellules grises et surtout, Richard Frakowiak, en maintenant un lien social, une vie sociale. C'est ça aussi l'intérêt des jeux, c'est le partage, c'est là où on fait bosser son cerveau, quelque part. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, quand on parle des gens qui commencent à avoir des problèmes cognitifs associés à l'âge, ce que la famille veut savoir, ce que la personne veut savoir, c'est est-ce qu'ils fonctionnent socialement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont une mémoire complètement détruite, mais qui arrivent devant d'autres en société à faire bonne mine, à dire bonjour, d'une façon que personne ne s'aperçoit qu'elle est malade. Donc, je pense que les jeux de société et toutes ces choses-là, c'est la reconstruction des liens sociaux qui existaient toujours dans la vie active, qui sont très intenses, dans la vie émotionnelle, sont extrêmement intenses. Mais la vieillesse arrivée, il faut s'y faire. Il faut construire sa retraite, par exemple. Mais il faut construire aussi éventuellement ces diminutions de mémoire. Alors quand on est lucide, c'est simple. Quand on est porteur de maladies neurodégénératives, c'est plus compliqué. Et quand on redoute ces maladies aussi, Christelle Pangrazi, on peut faire des choses qui ne sont pas forcément intelligentes et souhaitées. C'est ce que vous dites notamment avec votre étude sur les compléments alimentaires. Vous voyez beaucoup de seniors aujourd'hui se ruer sur ces compléments alimentaires du genre. Alors nous, on en a étudié quelques-uns. Ginkor Memo, Cogniscience, etc. Tout ça, c'est des boîtes qui sont vendues extrêmement cher. 25 euros. Oui. Voilà, 25 euros la boîte. Ils sont censés stimuler la mémoire, justement ? Oui. Alors en fait, effectivement, il y a plusieurs catégories de personnes qui se dirigent, mais c'est généralement, quand on arrive à 60, 70 ans, on se dit, tiens, j'ai un petit coup de mousse sur ma mémoire, je vais voir mon pharmacien, ou je vais prendre quelque chose. Et en fait, la plupart de ces compléments alimentaires sont inefficaces, parce que les plantes qui sont dedans n'ont pas fait la preuve de leur efficacité scientifique. Typiquement, l'hypocode, petite pervenche, tout ça, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'il y avait un quelconque effet. Mais vous trouvez aussi du ginkgo biloba qui n'a jamais lui non plus fait la preuve de son efficacité scientifique, mais qui en fait entre en interaction
avec des médicaments que souvent les personnes âgées prennent, à savoir des anticoagulants par exemple. Ouais. Et donc ça peut ça peut créer des problèmes. Cocktail dangereux. Cocktail dangereux, effectivement. Donc voilà, les meilleures choses à faire, c'est effectivement des jeux de société, stimuler autrement, du sport, de la méditation. Enfin, il y a plein de moyens d'essayer d'améliorer son cerveau. Et même, mais écouter la radio, regarder la télé, tout ça nous met en éveil. Surtout Europe 1, évidemment. Tout ça nous met en éveil et met le cerveau en éveil, quel que soit notre âge. Écoutez, il faut être un tout petit peu peut-être plus nuancé. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ces médicaments. Mais ça, c'est pour la population. Oui. Pour l'individu, on a les effets placebo, nocebo et les vrais effets. Donc, les vrais effets, il n'y en a pas. Mais il se peut qu'on prenne le ginkgo biloba et on se sent mieux. Alors, est-ce qu'on va être privé de ça? Moi, je dirais à 25 €, c'est un peu cher. Mais bon, il ne faut pas oublier. Mais il ne faut pas oublier aussi. Et là, vous touchez à quelque chose d'intéressant. Le nocebo, c'est quoi? Le nocebo, c'est quand on prend le médicament, on se sent mal. Mais il n'y a pas. Et en fait, il n'y a pas d'effet. Oui. C'est pas un effet. C'est un effet psychologique plutôt qu'un effet sur l'attention ou autre chose. Donc, il faut toujours nuancer l'individu et la population. Et ce que vous dites sur le plaisir est intéressant parce que comme le cerveau est le centre de nos plaisirs, si on a le sentiment que ça nous fait du bien et qu'on se sent mieux, ça veut dire que quelque part le cerveau accepte ce signal. Oui, et différents cerveaux acceptent différents signaux comme plaisir. Il y a des gens qui aiment certaines choses et d'autres qui aiment d'autres choses. Donc c'est la même chose avec les médicaments. Je voudrais qu'on donne la parole juste après la pause à Marie qui nous appelle au 3921 et que nous parlions ensuite du rapport à des menaces éventuelles, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, pour notre cerveau, l'intelligence artificielle, l'exposition aux écrans, tout ce qui nous entoure. Est-ce que justement ça altère nos capacités cognitives ou est-ce qu'au contraire ça les encourage? Richard Frakowiak, neurologue et auteur du Grand Atlas du cerveau, est avec nous, publié aux éditions Glénat, et Christelle Pangrazi pour nous parler de ce 60 millions de consommateurs hors série exclusif sur le cerveau au top. À tout de suite. Ce lundi commence la 21e édition de la Semaine du cerveau dans plus de 120 villes de France dont le but est de mieux comprendre notre cerveau. Il y aura des conférences, des événements dans tout le pays. Et tant de choses à dire sur les progrès de la science attendus dans l'exploration et la connaissance de notre cerveau. C'est une tâche très difficile parce que nous avons tous 100 milliards de neurones. Chacun d'eux est connecté à 10 000 autres neurones. Et même si nous arrivons à voir ce qui se passe à l'échelle des neurones, ce n'est pas cette visualisation qui nous donnerait l'explication de la vie de notre propre cerveau. C'est un domaine scientifique qui est absolument passionnant. Richard Frakowiak, et vous en témoignez. Je voudrais vous lire quelques petits témoignages avant de prendre Marie et Nathalie, on espère, au téléphone. Nicole nous écrit de Bougival. J'ai une mémoire visuelle, dit-elle. Par exemple, si je range dans les placards, parfois je ne me souviens plus, mais il suffit de visualiser et les souvenirs reviennent. Je souhaite en savoir davantage sur le sujet. Par contre, parfois quand les choses ne m'intéressent pas, je n'arrive pas à les imprimer dans mon cerveau. Alors on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'attention. L'attention. Richard Frakowiak. C'est des très belles impressions et descriptions là, que la dame a posées. Alors, tout d'abord, la mémoire visuelle. Un tiers de notre cerveau est visuel. D'accord. Donc, c'est caractéristique de notre espèce, la vision. La deuxième chose, c'est que, comme je venais de dire, il y a une variabilité interindividuelle. Donc, c'est absolument certain que certaines personnes peuvent voir quelque chose et se souvenir 10 ans plus tard, comme madame décrit. Ma femme, une fois j'étais en Piccadilly, elle s'arrête, elle ne me suit pas, je regarde, elle parle à un vieux couple, qui sont surpris, mais tout d'un coup, ils commencent à sourire, à se donner des bises, etc. On les a rencontrés une fois dans un cocktail, il y a 10 ans. Moi, je vous vois cet après-midi, je ne vous reconnais pas. C'est terrible ce que vous dites. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la variabilité d'une mémoire visuelle. Une mémoire étant une reconstruction de quelque chose que le cerveau a apprécié. Très bien. Et sur le fait qu'on n'imprime que ce qui nous intéresse, c'est pas dire qu'on fait aussi notre petit ménage, quoi. On trie pour ne pas embarrasser notre cerveau? Alors, tri, c'est un très bon mot parce que tous nos sens, dont il y a 5, comme vous savez, nous bombardent tout le temps. Oui. Mais on n'est pas conscient de tous ces 5 sens. Donc, notre cerveau, c'est le grand trieur. Il fait des triages tout le temps, en fonction de ce qui se passe autour de nous. Et donc, si j'apprends
et je ne me concentre pas sur ce que j'apprends, je vais moins bien apprendre que si je me concentrais. Et par exemple, le bachotage, on apprend des choses qui ne nous intéressent pas forcément, mais on apprend parce qu'on est obligé. C'est pour ça qu'on s'en souvient plus une heure après l'examen. Moi, on m'oblige de faire quelque chose, ça ne m'intéresse pas, donc j'ai jamais été très bon en examen. Non. Non, mais ça existe. Ça existe. C'est horrible, le bachotage, c'est horrible, mais la mémoire, c'est horrible. Ouais. Le système français d'éducation après-guerre, où on apprenait des choses par cœur, on arrivait devant le prof et il fallait redire par cœur. En fait, le par cœur, c'est c'est bien pour le cerveau. Affreux. Ah, mais c'est bien pour le cerveau, non? Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Parce qu'il faut trouver différents types de réponses à une question, dépendant de qui pose la question, où est-ce qu'elle est posée. Oui, mais ça fait travailler le cerveau. Contexte. Oui. Ce qui fait travailler le cerveau, c'est de pouvoir prendre toutes ces influences, toutes ces sensations et de les ménager bien pour le contexte dans lequel on l'utilise. Ah oui, sinon ça sert à rien pour le cerveau. Ça sert à rien. D'ailleurs, on oublie. En général, quand on fait du par cœur. Marie est avec nous au 3921. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de vous intéresser à cette émission et à ce sujet fascinant, il faut le dire, du cerveau. Vous avez une question ou un témoignage à nous apporter? Oui, tout à fait. J'ai eu un grave accident avec traumatisme crânien. J'avais 15 ans, maintenant j'ai 60 ans. D'accord. Il y a seulement 2 ans que l'on a découvert que, en fait, c'était un traumatisme crânien grave que j'avais eu. On a mis en évidence mes difficultés. Et là, j'écoute cette émission, je saisis l'opportunité d'avoir l'avis d'un spécialiste. Moi, plus ça va, plus je me dis que j'ai fait avec. Et je sais pas si une rééducation à mon âge est vraiment souhaitable. Ça veut dire, Marie, qu'on a vu des lésions en imagerie cérébrale, c'est ça? Oui. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de problème de mémoire, vous n'avez pas de problème d'orientation, de problème particulier? Ah si. Si. Oui. Si, depuis l'accident, oui. Mais si vous voulez, il y avait que moi qui m'en rendais compte. Voilà. Et j'ai fait avec. J'ai trouvé des stratégies toute seule. Enfin voilà. Le professeur, vous écoutez, vous répond. C'est très important ce que vous dites. Vous faites avec et vous avez trouvé vos propres stratégies. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau. On dit. Bon, ça c'est on ne sait pas exactement le chiffre. On dit qu'il y a une redondance dans le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau peut être reconfiguré pour faire la même chose, mais avec différentes neurones, différentes même microcircuits et peut-être même différents circuits. Donc, cette redondance va jusqu'à probablement 50%, c'est-à-dire pour perdre la mémoire, il faut perdre au moins 50% des neurones qui sont impliqués dans la mémoire, qui sont distribués partout dans le cerveau, focalisés, etc. Donc, si vous avez la capacité, la possibilité d'utiliser d'autres circuits, vous allez récupérer. Mais ça prend un peu de travail, ça prend un peu d'introspection, comme vous témoignez, et chez vous, ça a bien marché. Chez d'autres, ça ne marche pas. Mais c'est une rééducation qui doit être faite par des experts. La rééducation doit être faite par des scientifiques, par des médecins, je veux dire. Non. Mon problème, c'est que pendant 40 ans, je n'ai pas eu ni de reconnaissance de ce traumatisme crânien, rien du tout. Je me suis débrouillée avec, et là, il y a seulement 2 ans que je suis plus ou moins bien prise en charge. Et bon, je voulais l'avis d'un spécialiste. J'ai envie, à la limite, je veux dire, c'est quand même une souffrance que je vis au quotidien. Parce mais que vous vous êtes améliorée depuis 2 ans, madame? Ou c'est la progression de quelque chose qui s'est déclenché il y a 40 ans, vous améliorez lentement tout le temps? Non, je trouve que, si vous voulez, le fait de pas savoir, finalement, j'avançais dans la vie. Et là, depuis que je sais que c'est un traumatisme crânien grave, avec la mise en évidence des lésions, ça a provoqué en moi une angoisse qui n'est pas du tout prise en compte. Et bon, je trouve que pour moi, c'est plus négatif que... Marie, on va prendre vos coordonnées, puis on les donnera au professeur, si vous voulez bien poursuivre cet échange hors antenne. Mais je vous remercie vraiment de nous avoir appelés. Juste après la pause, je donnerai la parole à Nathalie. Et Christelle Pangrazi va réagir avec nous parce que c'est un petit bijou, ce hors-série du magazine 60 millions de consommateurs. Il y en a vraiment pour tous les âges, et je voudrais qu'on parle, si vous voulez bien, des capacités prodigieuses des bébés aussi que vous mettez en valeur. Comment lire dans leur potentiel incroyable. Le cerveau
en étude toute la semaine en France, semaine du cerveau. À tout de suite sur Europe 1 également. Wendy Bouchard. Et par exemple, la surexposition aux écrans, l'arrivée de l'intelligence artificielle, le fait que nous soyons un peu plus assistés qu'auparavant, nuit-il à notre cerveau? Richard Frakowiak est avec nous, neurologue et clinicien-chercheur, auteur du Grand Atlas du cerveau aux éditions Glénat. Christelle Pangrazi également, rédactrice en chef adjointe, qui publie ce hors-série 60 millions de consommateurs sur le cerveau au top. L'exposition aux écrans nous rend-elle plus bêtes qu'auparavant, Richard Frakowiak? Je ne sais pas, mais je crois fondamentalement que non. Par contre, il y a déjà des études qui sortent, des études cognitives qui suggèrent que les enfants avant l'âge de 10 ans ont déjà une mémoire de travail qui est différente que la nôtre parce qu'ils ont une deuxième mémoire dans la poche. Aussi qu'ils ont la doigté qui est beaucoup plus développée. Je ne sais pas s'il y aura un effet sur l'apprentissage de la musique et autre chose, sur la calligraphie et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est pas étudié. Tout ça, c'est pour le moment très imaginaire. Ouais. Mais puisqu'on parle des enfants, revenons aux bébés, parce qu'il y a un chapitre passionnant sur le cerveau des bébés. C'est quelque chose. On avait fait une très belle émission avec Stanislas Dehaene, un de vos confrères neurologues, sur le sujet, Christelle Pangrazi. Et vous y allez aussi de vos conseils en la matière, de vos exercices avec les tout petits. Oui. Par exemple, on dit que, donc après consultation des spécialistes, on s'est aperçu qu'il fallait éviter la surstimulation. Ce qu'on a souvent tendance à faire avec les bébés, leur donner plein de choses, être tout le temps sur eux. Alors qu'ils sont en apprentissage. Ils sont en apprentissage et ils savent très bien se débrouiller tout seuls. Donc voilà, ça fait partie des conseils qu'on donne. Alors d'être présent malgré tout, parce qu'on s'est aperçu que des enfants qui étaient... après de nombreuses études ont montré que des enfants qui étaient... pour le coup, auquel on était moins attentif, avait moins de matière grise. Alors c'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça en fait. Donc moins stimulé, moins entouré d'amour aussi. Moins stimulé, moins entouré. En tout cas, moins entouré d'amour, moins câliné, sont des enfants qui présentaient moins de matière grise après des études. Vous pouvez rebondir juste là-dessus, sur l'amour, sur le plaisir. Est-ce que quand on se sent bien, on a un cerveau en meilleur état? Avec difficulté. Bah oui, vous m'avez dit que vous êtes scientifique et que vous n'êtes pas dans la croyance, mais pour l'instant on n'a pas d'études sur le sujet. C'est pas la croyance qui me motive, mais c'est les connaissances. Et il y a très peu de connaissances là-dessus. Sauf que, par exemple, les orphelins roumains qui ont été trouvés dans les orphelinats à la fin de Ceausescu et son régime, effectivement, il y avait des QI qui étaient très basses et ainsi de suite. Les enfants qui sont mal nourris et qui ne sont pas entourés, ça, on a plein d'évidences de 18e, 19e, etc., qu'il y a un cerveau qui fonctionne beaucoup moins bien. Voilà. Il y a une très belle mémoire aussi, c'est un des exemples que vous citez, Christelle Pangrazi, la mémoire des odeurs, par exemple, d'un bébé qui a été dans le ventre de sa maman. Si la maman a bu des tisanes à l'anis, au tilleul, etc., il peut avoir développé ce goût et cet attachement pour, par exemple, l'anis ou le tilleul lorsqu'il sera petit. Il y a des réminiscences et de la même manière, des mamans indiennes qui mangent du curry, souvent, le bébé va avoir une appétence pour ces aliments. Inversement, on s'est aussi aperçu que les bonnes bases se prenaient dès la grossesse, c'est-à-dire que une mère qui... Alors là, le rôle de l'alimentation peut rentrer aussi en ligne de compte sur le cerveau. Une mère, par exemple, qui avait des excès de sucre pouvait avoir un impact sur le développement cérébral de son enfant. C'est pour ça que ce dossier est complet et bien fait. Et de votre côté, vous, Richard Frakowiak, vous faites 1000 choses et vous êtes aussi co-directeur du Human Brain Project. C'est un projet européen de simulation du cerveau humain. Quel est votre J'étais co-directeur, je suis à la retraite maintenant. D'accord, vous avez beaucoup œuvré. L'idée fondamentale que j'ai développée avec un collègue fondamentaliste et un collègue informaticien, c'est d'essayer de créer une connaissance sur comment 4 molécules qui sont des composants de l'ADN construisent une machine qui est capable de faire tout ce que nous faisons aujourd'hui et plein d'autres choses. Et donc, de nous donner une relation entre les différents niveaux
d'organisation du cerveau, en passant par les protéines, les cellules, les microcircuits, les circuits, les systèmes, et finalement la cognition. On n'a aucune idée pour le moment. On a énormément d'informations sur chaque niveau, même d'une façon encore plus ponctuelle, avec tous les types d'imagerie qui existent, tous les types biochimiques qui existent, tous les types physiologiques qui existent, mais de relier tout ça dans une théorie, comment est-ce que le cerveau est construit, nous n'avons pas grand-chose. Oui. Ce qui est sûr, c'est que l'imagerie progresse et vous aide là-dessus à voir davantage dans le détail, justement, à la fois les connexions, les lésions liées au cerveau. L'imagerie, elle est très importante pour l'être humain, pour comprendre le cerveau de l'être humain, qui est très spécifique et assez différent que ceux de certains cobayes. Oui. Hein. Donc, c'est 1972, la première fois qu'on a regardé un cerveau normal. Avec le premier scanner, j'ai eu la chance de travailler avec le deuxième scanner du monde. Ouais. Donc, c'était la structure. Alors, plus tard est arrivé le TEP. On a injecté des radioisotopes en quantité infime, mais il y avait toujours un peu d'irradiation. Donc, on était un peu inquiets. On ne faisait pas des examens dans le temps très vite. Et puis, on est arrivé à l'IRM, qui est magnifique parce qu'on peut faire autant d'images qu'on veut, en toute sécurité. Il n'y a pas d'irradiation. Et on peut mesurer plein de choses, y compris les connexions, la structure, les fonctionnements, la distribution des fonctionnements et ainsi de suite. Et par exemple, avec une imagerie, est-ce que vous êtes capable de dire que cet enfant ou cet adulte a un haut potentiel, un QI supérieur aux autres? Peut-être vous allez répondre à Nathalie qui nous appelle au 3921 sur ce sujet-là. Bonjour madame. Bonjour. Et merci de réagir. Vous qui avez donc un fils qui a diagnostiqué haut potentiel, c'est ça? Non, c'est moi qui suis au potentiel. C'est vous, d'accord. Voilà, c'est moi. Mon fils, on lui a diagnostiqué le TDAH. C'est les troubles de l'attention, c'est ça? Voilà, tout à fait. Bien, et moi aussi. D'accord. Et en même temps avec un haut potentiel. Moi, avec un haut potentiel. D'accord. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que le cerveau de madame, de Nathalie, est différent du cerveau classique, on va dire, dans la nomenclature, Richard Frakowiak, ou pas? Non, je ne pense pas. Je pense que son cerveau est construit sur les mêmes principes que tous les cerveaux humains. Par contre, il est fort possible que sa capacité de faire certaines tâches, de faire certaines choses avec son cerveau est aux normes ou même au-delà de la norme chez la population complète. Ça veut dire quoi, haut potentiel, en un mot, Nathalie? Qu'est-ce que vous arrivez à faire différemment des autres ou à penser différemment des autres? Eh bien, en fait, je l'ai découvert très, très récemment. Et ce qui m'amène à me rassurer sur mon comportement. Il faut savoir juste que je suis... à cause ou grâce à mon fils à qui il a été détecté le trouble de l'attention, je me suis reconvertie en sophrologue et je fais du neurofeedback. D'accord. Alors, neurofeedback, c'est une technique dont on n'aura pas le temps de parler, mais qui est intéressante, qui est expérimentale et qui pourrait soulager les hyperactifs, les épileptiques ou les insomniaques avec une machine destinée à enregistrer l'activité des différents neurones. Je dois vous couper, Nathalie, parce que c'est la fin de cette émission, mais on prend aussi vos coordonnées si vous voulez aussi joindre nos spécialistes ici, Richard Frakowiak, que je remercie de sa présence avec ce grand atlas du cerveau. On refera des émissions sur le cerveau parce qu'on est loin d'avoir fait le tour. C'était pas un tour de la question, c'était un mini tour de la question. Je recommande aux auditeurs la lecture de ce hors-série qui va vous donner plein de codes, de clés, d'exercices, de conseils. Un cerveau au top, c'est le numéro de 60 millions de consommateurs qui sort tout juste en cette semaine du cerveau. Merci Christelle Pangrazi d'être venue nous en parler aussi. Et à demain, ma chère Julie. Vous vous souviendrez tout à l'heure qu'on a parlé du cerveau? Oui. Merci. À demain. C'était Wendy Boucher.